Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'actualité. On va parler de séparatisme, de radicalisation, de tout ce qui tourne autour de ça, parce que vous le savez, hein, il y a une actualité qui dure maintenant depuis plusieurs mois à ce sujet. Et pour discuter de ces sujets-là, eh bien, j'ai invité François Burgat pour en discuter. François Burgat, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Du coup, je vous présente en quelques mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes directeur émérite de recherche au CNRS, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vous avez écrit énormément de livres, dont Comprendre l'islam politique, une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste, 1973-2016, aux éditions La Découverte. Et vous avez également écrit pas mal d'articles. On va commencer par le commencement, j'ai envie de dire, avec cette actualité sur le séparatisme. On voit émerger pas mal de mots qui se ressemblent, qui semblent se recouper, et je pense ne pas être le seul à ne pas trop bien comprendre la différence entre un certain nombre de ces mots. Donc la première chose, ça va être on va dire de faire un petit éclairage sur tout ça. Parmi les mots qui peuvent se recouper, on a l'islamisme, le fondamentalisme, l'intégrisme, l'extrémisme, le séparatisme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur tous ces mots-là ? Quelle différence y a-t-il entre ces mots, ces idéologies, et que dit la loi déjà existante, celle qui va venir, sur ces idéologies ? Eh bien, écoutez, une nouvelle fois, merci d'avoir songé à moi, mais cet entretien démarre très très mal parce que je n'ai absolument rien à vous répondre à cette première question. Il n'y a pas de différence entre ces segments du vocabulaire que j'appelle le vocabulaire de la discrimination, ou de la stigmatisation. Il n'y a pas ces notions n'ont pas de support, n'ont pas de substrat scientifique. Elles ont un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'elles sont employées pour stigmatiser. Alors l'islamisme, bien sûr, est spécifiquement lié à la religion musulmane, alors que les autres, fondamentalisme, intégrisme, extrémisme, séparatisme, pourraient, le cas échéant, ne pas désigner spécifiquement les croyants de religion musulmane. C'est la seule différence. Mais ils ont en l'occurrence, dans le contexte que nous connaissons, ils sont tous employés. L'intégrisme, c'est peut-être le plus ancien, et le séparatisme le plus nouveau. Mais disons, il n'y a pas lieu d'avoir un débat scientifique sur cette terminologie parce qu'elle n'a pas de substrat scientifique. Alors, attention, la notion d'islamisme, bon, moi, si on en parle, je vous dirais, elle veut plus rien dire maintenant parce que sous le vocable islamisme, on regroupe des réalités très différentes. Je dirige un livre qui est en cours de publication maintenant, qui s'appelle de El Afrani à El Baghdadi, histoire des mobilisations islamistes. Sous le vocable islamisme, on peut mettre Rached Ranouchi et puis Baghdadi. Donc on voit bien que c'est un terme qui n'est pas complètement lié à la stigmatisation des musulmans, mais qui, dans le sens commun, ne sert à peu près qu'à ça et n'a pas de base scientifique. Si vous aviez dit salafisme, frères musulmans, je vous aurais dit oui, même si ces termes sont employés très souvent simplement pour stigmatiser. Là, on parle de courant, de mode d'appropriation en politique ou vis-à-vis de la politique de la religion musulmane. Mais là, pour ceux que vous avez cités, c'est pas la peine d'y perdre trop de temps. C'est le nuancier du lexique de la stigmatisation des musulmans qui veulent conserver une certaine visibilité ou s'exprimer en liaison avec leur appartenance religieuse. Voilà. Et donc, il ne faut pas faire trop d'honneur à ce lexique en passant des heures à essayer de voir la différence entre extrémisme et séparatisme ou séparatisme et islamisme.
Mais c'est vrai que au quotidien, c'est un peu ça, parce que les termes sont tellement flous que finalement, j'ai envie de dire, on est tous l'islamiste de quelqu'un, quoi, en fait. Oui, c'est ça qu'il faut souligner. Il peut être intéressant de signaler que il y a cette question linguistique se pose également dans la langue arabe. Il existe des vocables qui ont une connotation stigmatisante très nette. Quand vous dites Rouengia, c'est négatif, c'est péjoratif. Mais même le mot islamique, islami, il est ambivalent en langue arabe. Et je donne un exemple très simple. Par exemple, Rached Ghannouchi, dans les années 90, avait défendu l'usage de la terminologie al-haraka al-islamiyya, ou l'islamiyoun, plus exactement. L'islamiyoun. Il avait dit, oui, nous sommes tous des musulmans, mais certains d'entre nous accordons davantage d'importance à notre appartenance religieuse dans notre vie civile et politique, etc. Et dans le même temps, j'avais présenté mon premier livre qui s'appelait L'islamisme au Maghreb à Abbassi Madani, le leader du Front islamique de salut, au moment où il avait gagné les élections locales en juin 90. Et il avait pris le livre et il avait dit: l'islamisme, ça n'existe pas. L'islamisme, les islamistes, ça n'existe pas. Nous sommes tous musulmans. Donc, vous voyez que la question terminologique, elle s'est posée également. Mais disons, islamiste en langue française, c'est négatif pour le sens commun, évidemment. Oui. C'est péjoratif et c'est stigmatisant. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la question de la terminologie. Et d'autant plus que ce flou, on peut le retrouver aussi sur autre chose, sur le nom même de cette loi. Loi séparatiste, sur le séparatisme, mais qui doit normalement, d'après ce que j'ai compris, être appelée loi pour conforter les principes républicains. Mais c'est pareil, les principes républicains, c'est quoi exactement? Enfin, il y a une espèce de flou qui fait que on peut tout mettre dedans et n'importe quoi aussi. À ce stade de notre rencontre, je vais peut-être vous dire comment je regarde moi les racines de ce que je n'hésite pas à appeler l'islamophobie, ou disons la tension aiguë d'une large partie de la classe politique et malheureusement d'une large partie de la société avec l'islam en général, avec les musulmans en France, si on reste dans l'enceinte française. Je dirais qu'il y a 3 ressorts à l'islamophobie. Le premier plante ses racines dans l'histoire religieuse de la France, dans l'histoire chrétienne. C'est la compétition entre les dogmes. La France se vit comme une nation de tradition chrétienne, et donc un certain nombre, les gens qui sont croyants chrétiens, voient d'un mauvais œil l'émergence, l'affirmation d'un dogme concurrent. Je veux dire, ça c'est le premier ressort. Pour moi, c'est de loin, ça n'est pas le plus important. Le second ressort est très différent. Le second ressort, c'est pas la compétition des religions. Il plante ses racines, si un ressort peut planter ses racines, ce qui est un peu compliqué, mais disons cette motivation-là plante ses racines, non pas dans l'histoire chrétienne de la France, mais dans l'histoire révolutionnaire. Il faut aller là à la Révolution française. La Révolution française a une caractéristique, elle va, compte tenu du rôle de l'Église à l'époque, qui est un instrument aux mains du pouvoir royal, elle va devoir combattre, non pas la religion, mais l'Église, c'est quand même très proche. Et donc, la victoire des révolutionnaires, elle s'écrit en termes de « nous avons repoussé le pouvoir de l'Église en dehors de l'espace public ». D'accord ? Oui. Et donc, une partie des Français, on va dire l'islamophobie de gauche. L'islamophobie de gauche regarde l'islam non pas en tant qu'islam, religion de nos voisins, qui n'est pas de chez nous, elle regarde l'islam en tant que religion. Et elle lutte contre la velléité d'une religion de s'affirmer dans l'espace public d'un pays qui est au-delà de la Révolution française. Mais, je dirais, malheureusement, ce second ressort de l'islamophobie qui plante ses racines dans l'histoire révolutionnaire n'est pas le plus important, ni le premier, ni le deuxième. Le troisième ressort, la troisième des grandes catégories de motivation d'origine de cette islamophobie, elle plante ses racines dans l'histoire coloniale de la France, dans l'histoire coloniale. Et je pense qu'elle est assimilable, cette islamophobie-là englobe les 2 premières,
l'islamophobie de la réaction chrétienne, l'islamophobie de la réaction révolutionnaire. Elle englobe les deux, elle les transcende et les amalgame. Et elle s'écrit, malheureusement, je dirais, sur le registre d'une sorte de racisme qui n'accepte pas que des gens qui ont été, sur lesquels les Français ont été en situation d'hégémonie pendant toute la séquence coloniale, viennent s'affirmer, sachant que la territorialité de la rencontre n'est plus la même. C'est plus nous qui construisons des cathédrales sur les hauteurs d'Alger. Ce sont les musulmans qui ont l'insolence de vouloir sortir des caves pour prier, sinon à l'air libre, au moins dans des mosquées, dans le tissu sociétal français. Et donc, je pense que le principal ressort, mais bien sûr celui-là ne veut pas dire son nom, de l'islamophobie, c'est un bon vieux racisme post-colonial. Et donc, celui-là n'est pas dissible. Et c'est ce qui explique que la terminologie de la gestion de l'islam en France va toujours être floue, va toujours être hypocrite. Parce que on va dire séparatisme, on aura peut-être l'occasion de le dire tout à l'heure, les musulmans ne veulent pas se séparer, c'est précisément parce qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne veulent plus être séparés du reste de la société, qu'on va les traiter de séparatisme. On y viendra, ça. Disons, l'histoire de la représentation politique des citoyens de confession musulmane en France, elle va vers le moins mauvais, c'est-à-dire que immédiatement après l'indépendance, les Français de confession musulmane, on va rester dans le cadre franco-algérien, il est un peu restrictif, mais il est exemplaire. Les Français musulmans étaient des employés, des travailleurs manuels qui n'avaient pas de capacité de communication, qui n'avaient pas de culture écrite. Et la représentation de ces musulmans ex-français d'Algérie se faisait par le biais des autorités de leur pays d'origine. Quand les Français musulmans étaient les destinataires d'un message politique, il leur arrivait par la Grande Mosquée de Paris, sachant que la Grande Mosquée de Paris est une institution algéro-algérienne dans les mains du pouvoir. Et donc, il n'y avait pas de représentation politique endogène, locale des musulmans. Et c'est ce système-là qui va se fissurer. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, les Français musulmans ex-algériens d'aujourd'hui sont de moins en moins algériens et de plus en plus français. Et ils ne voient plus du tout la logique de cette transition par l'étranger pour manifester leurs attentes à l'égard de la société dans laquelle ils sont depuis 3 ou 4 générations. Et puis, bien sûr, ce ne sont plus des travailleurs manuels, ils ont acquis la capacité d'expression, de communication, et ils veulent être traités sur un pied d'égalité. Et c'est à ce moment-là que, paradoxalement, on les accuse de vouloir se séparer de la société qui, en fait, s'est séparée d'eux. C'est séparé d'eux du point de vue de l'urbanisme, du point de vue, bien sûr, de la ségrégation à l'emploi. Et donc, oui, vous avez raison de le souligner, toute la terminologie de la gestion des musulmans ou de l'islam en France est floue, est ambiguë, est mensongère, parce qu'elle veut se cacher derrière une réalité qui n'est pas dissible, qui est une réalité, encore une fois, de nature non pas de protection de la laïcité, mais de protection d'une hégémonie héritée, une hégémonie culturelle héritée de la période coloniale. Oui, et c'est vraiment intéressant ce que vous dites sur ce point-là, en fait, on va dire du côté colonial et tout ce qui va avec, parce que justement c'était une réflexion que je m'étais faite. Est-ce que finalement le crime des musulmans, c'est pas non pas d'être séparatiste, mais justement d'être très bien intégré à la société, dans le sens où les musulmans s'intéressent à la vie de la cité, ils ont conscience des devoirs et des droits. Est-ce que finalement, comme on le disait juste avant, est-ce qu'on ne les préfère pas indigènes que citoyens à part entière ? C'est vraiment une question que je commence à me poser. Il y a d'autres façons d'illustrer ce que vous venez de dire, idée avec laquelle je suis fondamentalement d'accord. La fascination des médias français pour quelqu'un comme Hassan Chalroumi et la détestation absolue de quelqu'un comme Tarek Ramadan. On va essayer si on évoque Tarek Ramadan, on l'évoquera hors affaire pour que ça ne se mélange pas. Mais disons, un musulman intellectuellement efficace, capable de tenir tête, est insupportable.
Mais un Chalroumi, évidemment, est ce qu'on aime. Et effectivement, ça trahit cette incapacité à admettre qu'un musulman puisse exister, on va dire, d'égal à égal avec les citoyens d'autres confessions ou les citoyens athées dans l'espace public. Et ça, c'est extrêmement net. Oui, bien sûr, on préfère. Et ça, c'est une espèce de tradition coloniale très française, plus française qu'anglo-saxonne. Les Français du temps de la colonie ont toujours interféré avec les modes de représentation des gens qu'ils entendaient dominer. J'aime beaucoup citer quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration, qui est Malek Ibn Nabi, qui en 1958, du temps de l'Algérie française, devant les manipulations grossières des élections destinées à faire émerger des élites n'ayant aucune représentativité, étant juste vouées à cautionner le discours de domination sur le groupe de leur appartenance, Malek Ibn Nabi avait dit « Oui, le système français, c'est le système ôte ta conscience de là, que j'y mette la mienne ». Eh bien, ce système tout à fait colonial qui a créé des hiérarchies illégitimes, c'était l'administration des haras, des bacharas, elle continue à fonctionner. On fabrique des Hassan Chalroumi, on fabrique des recteurs de la Grande Mosquée de Paris, c'est-à-dire des gens qui se soumettent complètement au discours de domination sur leur communauté, qui sont censés en être la caution interne. Et ça, évidemment, c'est un mode de domination qui est encore plus violent. Il y a deux modes de domination. Il y a « tais-toi ». Tu n'as pas droit à la parole. Mais ce n'est pas le pire, parce que le silence se remarque. Le pire, c'est je vais fabriquer quelqu'un qui va parler à ta place et dire ce que j'ai envie d'entendre. Eh bien, effectivement, je pense, et le débat sur le CFCM, etc., est resté exactement sur ce registre. L'État français interfère avec l'émergence d'élites représentative, réellement représentative des musulmans de France. Et pour qu'une élite soit réellement représentative, il faut qu'elle ait le droit, qu'elle soit légitime à s'exprimer sur un registre, le cas échéant, pas systématiquement, pas automatiquement, mais le cas échéant oppositionnel. Or, c'est là qu'on franchit la ligne rouge. Si quelqu'un comme moi, qui a la chance relative de s'appeler François, dit je ne suis pas Charlie, pour toute une série de raisons, bon, je me fais très très mal voir, mais ça passe encore. Mais si Mohamed dit je ne suis pas Charlie, lui, il est immédiatement illégitime, il est immédiatement criminalisé. On lui dit tais-toi, sale fondamentaliste, tais-toi, sale séparatiste. Et j'ai même envie de dire que ça va encore plus loin, parce que par exemple si vous avez envie de vous laisser pousser la barbe parce que ça fait plus joli, ça posera aucun problème. Si moi je me la laisse pousser, tout de suite on va me soupçonner d'être un islamiste, on va essayer de voir si je fais la bise aux femmes, on va tout de suite se poser des questions, et c'est intolérable en fait, parce que c'est pourquoi tout de suite avoir un questionnement parce que la personne a un prénom arabe ou un prénom à connotation nord-africaine. Enfin, c'est la même chose aussi, hein. C'est compliqué, ça devient compliqué. En tous les cas, on est beaucoup à le remarquer. Ça commence à devenir compliqué. Le problème n'est pas le résoudre, mais c'est très très important de l'énoncer. Hein, moi, il y a déjà plusieurs années que j'ai employé une formule. J'ai dit malheureusement en France, le seul musulman qui est considéré comme compatible avec la République, c'est le musulman qui n'est plus musulman. Oui, c'est ça. Mais à 5 heures du soir, vous avez le choix, soit Yusalli el-Maghreb, soit il boit une bière. Eh bien, le musulman qui refuse de boire une bière est considéré comme un fondamentaliste. Alors, c'est effectivement ce problème, il faut l'énoncer pour ensuite voir quels sont les moyens de le surmonter. Ça n'est pas facile dans l'atmosphère nationale actuelle. C'est sûr, d'autant moins facile que maintenant il y a aussi l'espèce d'épée de Damoclès. Si je file pas droit, est-ce qu'il va pas y avoir ma porte qui va se faire exploser par la police à 6 heures du matin? Et j'ai envie de dire c'est encore pire qu'avant, parce que là il y a cette épée de Damoclès depuis quelques mois qui commence à tomber. C'est compliqué, hein. Il est évident que le prétexte de lutte contre le terrorisme a donné un potentialisateur. Bon, tous les pouvoirs autoritaires ont besoin d'un mythe pour s'auto-justifier, et il va de soi que, bien sûr, on cultive en France
la lutte, c'est-à-dire au nom de la lutte contre des phénomènes qui ont fait, 5 morts cette année et 5 l'année dernière, mais disons au nom d'une hypertrophie totale d'un phénomène sur lequel on pourra revenir et de voir en quoi il est ou non corrélé à la communauté musulmane. On se donne des moyens exorbitants du droit commun, comme disent les juristes. Et bon, l'archétype de ce qui peut se produire de pire, à mes yeux, c'est évidemment la dissolution du CCIF. Voilà. Ouais. Ouais, et en plus quand on regarde, quand on commence à regarder les premières mesures qui veulent qui doivent arriver, on va dire, pour lutter contre le séparatisme, on voit les choses. Franchement, moi j'ai discuté avec un certain nombre de musulmans, on était étonnés. Enfin, se donner les moyens d'interdire la polygamie qui est déjà interdite, des certificats de virginité, sincèrement je savais même pas que ça existait en France encore, je savais même pas, les mariages forcés, mais c'est déjà interdit. Enfin, donc on se demande, on se dit, mais en fait on fait une loi pour des trucs soit qui n'existent pas réellement, ou en tous les cas qui sont très marginaux, soit qui sont déjà interdits par la loi en fait. Donc mais je pense qu'on peut répondre à ça relativement facilement. Ces dispositions législatives n'ont pas vocation à résoudre des tensions qui existeraient ou n'existeraient pas au sein de la société française. Elles ont pour fonction de crédibiliser le président Macron dans l'opinion d'extrême droite, c'est tout. Ce sont des gesticulations électoralistes. Donc il faut pas la peine de s'épuiser à leur chercher une rationalité. Elles ne servent qu'à... Et j'ai été... je me faisais la réflexion pas plus tard que cet après-midi. Depuis 2 ou 3 jours, depuis que le président Macron a fait des allusions à Maurras et à Pétain, il y a un début de levée de bouclier et les gens affectent de comprendre, tiens, il est vraiment en train de virer à l'extrême droite. J'aurais aimé que cette réaction soit si largement consensuelle dès lors qu'il avait dissous le CCIF, parce que pour moi, le Rubicon, il a été franchi ce jour-là. Et malheureusement, les forces politiques qui ont réagi sont extrêmement minoritaires. C'est LFI et le nouveau parti anticapétaliste, un point c'est tout. Des grands humanistes professionnels sont restés parfaitement silencieux. Et c'est dommage. Mais encore une fois, rien dans cette loi n'est rationnel. Rien dans cette loi ne va apaiser des déchirures au sein de la société française. Cette loi n'est qu'une gesticulation électoraliste du président Macron pour se faire réélire en 2022. Les quelques voix justement qui se sont levées par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit par rapport au CCIF ou d'autres choses, ces gens-là ont tout de suite été taxés d'islamo-gauchistes ou islamo-collabo ou ce qu'on veut. C'est quand même assez... c'est quelque chose qui est devenu monnaie courante maintenant. Il faut rappeler une des caractéristiques de la société française. J'ai très peu de bonnes nouvelles quand je m'exprime, mais j'en ai une. Quand il y a eu une tribune dans Le Monde de 100 universitaires qualifiant d'islamo-gauchistes et appelant à censurer, il y a 2000 universitaires qui ont signé un contre-appel. Je pense que au sein de l'université, la majorité n'est pas sur la longueur d'onde de Bernard Rougier et de Gilles Kepel. Mais les médias de masse sont à 99% dans les mains de cette engeance-là, qui joue cyniquement la radicalisation d'extrême droite au service de la réélection de Macron. Donc, tout le monde était traité d'islamo-gauchiste, oui, bien sûr, parce que tout le monde, c'est une poignée de chaînes d'information continue qui sont toutes sur la même longueur d'onde. Jamais, je pense, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les médias ont été si homogènes en France et si parfaitement associés à un courant politique qui est l'extrême droite. Je pense que sur le site Arrêt sur Image, ils avaient fait une évaluation numérique des commentateurs qui avaient été invités à partir de l'assassinat de Samuel Paty, qui est un tournant dans le récit, la séquence la plus récente. Et ils avaient calculé que 9 sur 10 des commentateurs sur CNews et BFM TV appartenaient à l'extrême droite.
Ouais, à la ouais. droite extrême ou à l'extrême droite. Hein, donc voilà, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est peut-être pas tout le tissu social qui est comme ça, mais la caisse de résonance des médias, il faut regarder sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, le rapport de force n'est pas aussi dramatique, mais dans les médias, effectivement, on est islamo-gauchiste dès lors que on ne s'associe pas complètement à ce virage droitiste de notre cher président. Oui. Et pour revenir également sur ce que vous disiez par rapport à la représentativité, la représentation des musulmans, il y a quand même quelque chose qui commence à bien changer, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est le fait que on commence à avoir de plus en plus d'auteurs musulmans qui couchent, on va dire, leur façon de penser sur le papier et qui publient des choses. Par exemple, on a eu le livre de Lies Chaka, Les séparatistes, qui est un véritable cri du cœur, et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est il a fait en 60 pages mieux que certains qui représentent ou qui sont censés représenter les musulmans en plus de 40 ans. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, même si ils n'ont pas beaucoup d'impact. Au moins, c'est rassurant, même pour nous, musulmans. On se dit quand même que bon, on n'est pas isolé, on est une majorité silencieuse finalement à penser un certain nombre à réfléchir à un certain nombre de problèmes qu'il peut y avoir en fait. Ça revient à ce que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Je veux dire, les premières générations de musulmans français post-indépendance n'avaient pas les moyens de s'auto-défendre dans l'espace politique national. Et l'une des grandes nouveautés, c'est que 3 ou 4 générations après, même s'il y a eu ségrégation relative dans l'accès à l'université, il y a une génération de musulmans qui est parfaitement capable de répondre et donc de mettre à mal. Et c'est sans doute ça qui a exacerbé la tension, la réaction, la violence de la réaction au pouvoir. Ne se taisait pas, il était capable de répondre et de les mettre face à face avec leurs contradictions. Donc oui, bien sûr, maintenant, les musulmans sont parfaitement à même, on le voit très très bien sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas besoin des islamo-gauchistes, parce que l'islamo-gauchiste, généralement, ce ne sont pas les musulmans eux-mêmes, hein, ce sont les gens non musulmans qui ne se satisfont pas du lexique de stigmatisation, enfin de l'usage qu'on fait des musulmans dans le discours politique français, c'est-à-dire les brandir pour cultiver la peur, puisqu'encore une fois, l'agenda du gouvernement, c'est pas de soigner la société française, c'est d'exploiter électoralement les craintes, les peurs liées à l'évolution naturelle de cette société. Ouais. Et d'ailleurs, on a un bon exemple de cette façon de faire avec la loi de 2010. J'ai parlé il y a plusieurs semaines du livre d'Agnès de Féau qui s'appelle Derrière le niqab, où elle explique bien que cette loi sur le niqab, elle a non seulement ça n'a rien résolu, mais en plus de ça, ça a favorisé la radicalisation et la fragilisation d'un certain nombre de gens, et ça a même favorisé le fait que plus de personnes ont voulu mettre le niqab du coup. Donc, c'est là qu'on se rend compte que finalement ce genre de loi ne servent absolument à rien. Enfin, en tous les cas, elle n'a pas d'effet positif. Elle procède d'une logique qui est celle des pompiers pyromanes, parce qu'effectivement, l'une des caractéristiques de tout cet arsenal législatif, c'est que non seulement il est inefficace, mais il est totalement contre-productif. Moi, j'aime bien prendre un exemple. Vous êtes peut-être trop jeune pour vous souvenir d'Action Directe. Action Directe, c'était du terrorisme de gauche au début des années 80. Ce sont des gens qui tuaient des grands patrons d'industrie pour lutter contre les excès du capitalisme. Et j'aime bien prendre l'exemple qui consiste à dire, mais si pour lutter contre Action Directe, on avait dissous la CGT, la CFDT et FO, qu'est-ce qu'on a au nom du fait qu'elles aussi sont hostiles aux méfaits du capitalisme, on aurait fait évidemment une contre-performance absolue. Or, le gouvernement a fait cette contre-performance absolue puisqu'il a dissous peut-être la seule institution qui avait la confiance des musulmans français et qui avait la crédibilité de son efficacité. Donc, effectivement, ces lois ne sont pas seulement inefficaces, elles sont terriblement contre-productives.
c'est pour ça qu'il est assez difficile d'être optimiste face à ces dynamiques qui traversent notre pauvre société en ce moment. Et vous avez bien fait de parler du livre d'Agnès de Féau. J'espère que vous parlerez aussi, sinon c'est moi qui le ferai, de celui de Thomas Siby qui va sortir dans quelques jours. Oui. Il s'appelle Vivre ensemble, point d'interrogation, ou pas. Vivre ensemble ou pas. Et Thomas Siby est le gérant de cette librairie qui a été stigmatisée dans l'ouvrage de Bernard Rougier comme étant évidemment un repère de formateur au terrorisme. Oui, c'est d'autant plus, on va dire, stupéfiant que quand on connaît Thomas Sibyl, on est médusé de voir que certains pensent ça de lui. Il n'y a pas plus ouvert d'esprit et intelligent que lui. Il n'y a pas plus éloigné du radicalisme que Thomas Sibyl. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est triste. Je trouve ça triste et dangereux. C'est de la littérature qui a été écrite courageusement, anonymement d'ailleurs. Le chapitre qui massacre Thomas Siby est anonyme, bien sûr. Donc on ne peut pas demander à son auteur de nous expliquer son raisonnement. Mais c'est le fonctionnement de cette littérature. Le mot-clé, c'est l'amalgame. Dans la librairie en question, il y a 1000 titres. Il y en a un dont on estime que peut-être, sur la base de raisonnement qui est complètement faux, parce qu'on sait que les gens qui sont passés à l'action armée ne sont pas des gens qui avaient lu un auteur soi-disant radical. C'est pas du tout le processus, mais ça fait rien. Eh bien, on en conclut que c'est l'idéologie du gérant de la librairie, etc., etc. Enfin, mais malheureusement, plus c'est grossier, plus ça fonctionne. Et il n'y a pas eu l'ouvrage de Rougier, l'écosystème islamiste, le fait que dès que vous passez entre deux kebabs devant une librairie islamique pour aller à la mosquée, vous êtes en route, vous êtes sur un tapis roulant qui vous amène au terrorisme. La relation structurelle entre le hijab et le terrorisme, eh bien, c'est ce qui est devenu le lexique, le software, le logiciel du président Macron depuis le discours du 2 octobre dans la ville des Mureaux, malheureusement. Ouais. Bon, je rebondis aussi, puisque vous avez évoqué Thomas Sibyl, il y a aussi les éditions Nawa qui ont subi pas mal de calomnies ces dernières années, et c'est revenu, en particulier Aïssam et Yahya. Alors, je me demande s'ils ont vraiment lu les livres de Aïssam et Yahya. Mais quand on voit les arguments de certains, on a l'impression que c'est, comme vous dites, c'est un tapis roulant directement vers le terrorisme de lire Aïssam Yahya, alors même que, concrètement, il faut le lire, et les gens verront bien que, voilà, ça n'est pas du tout ça. De toute façon, ce raisonnement est faux, puisqu'on sait très bien maintenant, on a quand même les profils d'un certain nombre de gens qui sont, disons, partis en Syrie, parce qu'après on verra ce que c'est que partir en Syrie. Partir en Syrie, ça ne voulait pas dire je pars pour venir assassiner des gens au Bataclan. Ça voulait, pour l'écrasante majorité, dire je pars au secours des sunnites massacrés, etc. Mais on sait très bien que un individu qui s'inscrivait dans une démarche d'action armée n'était pas du tout quelqu'un qui avait lu un paragraphe d'un auteur considéré comme radical. Le cheminement, il est extrêmement différent. Et bon, on y viendra peut-être, mais c'est pas ça le carburant. Et ce qui est dommage, c'est qu'à cause de tout ça, à cause des risques entre guillemets derrière, le risque, c'est encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de se faire perquisitionner ou visite domiciliaire, c'est comme ça qu'on appelle ça apparemment. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne disent rien. Enfin, parmi on va dire les acteurs de la communauté musulmane, beaucoup ont peur de dire un certain nombre de choses qui sont juste des vérités et rien de plus. C'est bien que vous le disiez, mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre des attitudes plus systématiquement courageuses de la part d'un certain nombre de porte-paroles. Mais c'est vrai que la pression qui a été mise sur les interlocuteurs musulmans est telle, quand on voit ce qu'ils ont fait quand même à Idriss Sihamedi, oui, c'est pas à moi de lancer la pierre.
Mais effectivement, ça peut faire taire pas mal de gens dont il serait pourtant important qu'ils s'expriment. C'est sûr que bon, ça sert à rien non plus de les accabler. C'est sûr qu'on vit dans une période, plutôt, qui est très compliquée et c'est sûr qu'il y a de quoi avoir peur. Mais on va y revenir de toute façon sur la peur. Par rapport à la radicalisation, justement, vous commenciez à l'évoquer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement être radicalisé, réellement, je veux dire? C'est un mot qui pose qui fait plus de bruit que de lumière, hein. Mais moi, j'ai essayé de déconstruire, pas ce que veut dire être radicalisé, mais quelles étaient les variables qui faisaient que quelqu'un pouvait, au bout de la chaîne, être amené à commettre des actes de violence aveugle contre le groupe national de son pays de résidence, on va dire comme ça, hein. Et moi, je fais ça en 3 étapes. D'abord, il faut faire la part de la religion. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre une religion déterminée et puis le passage à l'action armée? Alors, je crois qu'il est très important. Moi, je m'exprime très souvent devant des publics non musulmans. Et donc, je leur rappelle que si demain matin, je décide moi, je ne suis plus un individu très religieux. Imaginons que je dis à partir de demain, je deviens vraiment chrétien. Je vais regarder autour de moi et je vais vite me rendre compte que être chrétien, si je décide d'être chrétien en politique, je vais trouver des tas de modèles tellement différents qu'ils en sont contradictoires. Ça ira de la théologie de la libération qu'on a vu naître en Amérique du Sud, aux tribunaux de l'Inquisition qui torturaient ceux qui soupçonnaient de ne pas être suffisamment catholiques, à la démocratie chrétienne, au respect littéraliste de la norme biblique comme les Mormons. Je pourrais être un moine contemplatif passant 22 heures sur 24 à prier, ou un moine guerrier. Donc ce raisonnement, je l'applique également à la religion musulmane. Je dis, on peut faire de la religion musulmane des interprétations en politique qui vont fonder des postures très différentes. On va dire très très sommairement, je peux pencher vers la mystique soufie, je peux être salafi au sens où je m'interdis de toute interaction politique, et même pas la critique du prince pourvu qu'il soit musulman. Je peux être de la catégorie frères musulmans et je peux être de la catégorie djihadiste, et il y a entre toutes ces catégories-là énormément de nuances. Donc l'erreur méthodologique que fait, on va dire, le regard occidental sur le phénomène djihadiste, il se dit, dites-moi, est-ce que c'est Saïd Qutb ou bien c'est Al-Bani? Qui c'est qui leur instille la lecture binaire, clivante? Et ce raisonnement est complètement faux. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi un jeune, ça peut être un non-jeune, ça peut être un vieux également, mais pourquoi un individu musulman arrivé devant ce que je vais appeler trivialement le supermarché des modes d'appropriation de la religion musulmane en politique? Pourquoi il va au rayon radicalisme? Pourquoi il va à l'expression binaire, clivante, excluante, potentiellement conflictuelle de sa religion? Pourquoi il choisit de détruire les passerelles et au lieu de les construire, et d'affirmer sa différence au lieu d'affirmer les convergences? Et si on se pose cette question-là, on verra bien que les raisons, elles n'ont rien à voir avec la religion, elles n'ont rien à voir avec tel ou tel verset du texte coranique. Elles ont à voir avec l'environnement social et politique dans lequel vit celui qui fait ce choix de s'opposer à l'autre. Et là, on peut entrer dans le deuxième temps. Si on admet qu'il n'y a pas de lien consubstantiel entre telle et telle religion et la radicalisation, mais que le lien est entre l'univers social et politique de celui qui va entre guillemets, se radicaliser. Alors là, on peut chercher de vraies raisons. Et moi, les vraies raisons, la matrice analytique pour moi de ce qu'on mal nomme la radicalisation, je l'emprunte à un grand poète franco-africain que vous connaissez, je l'espère, qui est Aimé Césaire.
le Oui. poète martiniquais au début des années 60. Il dit à ses compatriotes français qui ne le respectent pas suffisamment, il leur dit: vous savez, si vous ne me laissez pas devenir un citoyen à part entière, il y a de fortes chances que je cherche à devenir un citoyen entièrement à part. Hein. Oui. Et là, pour moi, on a la matrice de la radicalisation. Si vous ne me laissez pas alors bien sûr, on pourra toujours rajouter des particularismes circonstanciels qui vont varier d'un individu à un autre. Mais la matrice, le dénominateur commun des conduites de radicalisation, c'est ça. Ce sont avant toute chose des exclus. S'engager chez Daesh quand on est un jeune Français, c'est adresser deux signaux. Le premier signal, c'est un signal de refus à l'environnement que l'on quitte parce qu'on estime qu'il ne vous a pas donné tout ce que vous étiez en droit d'attendre de lui. Petite parenthèse cynique, même Macron a reconnu l'importance de ce critère-là. Même Macron, dans le discours des Mureaux, a dit « mais ce séparatisme, c'est peut-être nous qui l'avons aidé à se constituer. La République n'a pas tenu ses promesses à l'égard d'un certain nombre de ses fils. » Donc, la matrice de la radicalisation, ce sont des gens qui estiment que l'environnement auquel ils font, passez-moi l'expression, un bras d'honneur en se retournant contre lui, ne leur a pas donné ce qu'ils attendaient. Et ils adhèrent à un autre groupe, Daesh. Qu'est-ce qu'ils attendent de Daesh? Ils attendent de Daesh tout ce que l'environnement qu'ils viennent de quitter ne leur a pas donné. Hein. Et là, on a besoin du mot anglais, empowerment. Ils attendent la reconnaissance, le respect, la considération dont ils ont été exclus dans leur groupe d'origine. Alors, une petite nuance. L'autre jour, je crois vous avoir pris en flagrant délit de réagir à quelque chose sur les réseaux sociaux, une auditrice raciste d'une radio du Sud qui disait à Rokhaya Diallo en quelques termes, en quelques mots, vous avez été à l'école, de quoi vous plaignez-vous, hein? Comment osez-vous plaindre de la France alors que vous avez... Et alors, il est très important de dire que dans un groupe qui est dominé, dans un groupe qui est stigmatisé, la conscience de la stigmatisation viendra plus naturellement des élites. Et la définition de ces élites, c'est que peut-être elles ont échappé aux conséquences négatives de cette stigmatisation. Quand on me disait les djihadistes, c'est les pauvres, je disais ils font ça parce qu'ils sont pauvres. Je disais oui, attention, n'exagérons pas la portée de la matrice économique de la radicalisation. Oussama Ben Laden était extrêmement riche. Donc il n'y a rien de contradictoire à ce que les élites des groupes qui se perçoivent comme dominés entrent en action, alors que stricto sensu, ils n'ont pas les stigmates économiques ou culturels contre lesquels ils vont se mobiliser. Hein, et on le voit très bien dans l'épisode Rokhaya Diallo. Mais disons, on a une certitude, le dénominateur commun des individus qui sont sur une trajectoire de rejet, de rébellion armée contre leur groupe d'appartenance, c'est qu'ils n'ont pas reçu de ce groupe d'appartenance ce qu'ils en attendaient. Voilà. Alors après, on aura toujours des petites variables individuelles, mais pour moi, c'est ça. La radicalisation. À l'échelle du monde tout entier, ce sont les dysfonctionnements des institutions, de la représentation politique au sens le plus large, la prise en considération des individus. Lorsqu'elle dysfonctionne, elle crée à la périphérie de la société des individus qui ne se sentant pas citoyens à part entière, ont tendance à vouloir devenir, avec des formes variables, y compris la violence aveugle, des citoyens entièrement à part. Voilà, moi, la définition que j'ai essayé de poser notamment dans mon dernier livre, Comprendre l'islam politique. D'accord. Et du coup, là, je pense que la réponse est un peu dans ce que vous avez déjà dit, mais concrètement, du coup, par rapport à la radicalisation, quelle stratégie il faudrait mettre en place pour réussir à lutter contre ça? C'est l'inclusion, c'est améliorer les mécanismes de redistribution. Le paradoxe de M. Macron, c'est qu'avec son en même temps, il lui arrive de dire des choses sensées. Macron, dans le discours des Mureaux, il dit tout. Il dit, dans certains quartiers, nous avons laissé s'accumuler les problèmes éducatifs et économiques.
il dit à bien des égards, ce séparatisme, c'est peut-être bien nous qui l'avons construit. Donc évidemment, il faut que alors bon, devant la commission sénatoriale sur les moyens de Daesh, j'avais pris cet exemple-là, j'ai dit, bon, je ne vous demande pas de repeindre toutes les banlieues en rose et de mettre des tapis rouges dans toutes les allées d'immeubles. Si vous touchiez déjà au mécanisme de la représentation médiatique des musulmans, c'est-à-dire si vous acceptiez dans le débat public des musulmans ayant une rhétorique oppositionnelle, eh bien, vous pourriez déjà sortir la vapeur sous le couvercle de la cocotte minute. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, la France, massivement, jusqu'au plus haut de l'État, manipule la représentation des musulmans. C'est-à-dire, dans ce domaine qui est extrêmement facile à faire évoluer, il suffit d'arrêter de nous mettre du Hassan Chalroumi au matin de la philosophie sur France Culture. C'est une injure, c'est une insulte. Il suffirait de laisser des voix oppositionnelles s'exprimer un petit peu dans le respect des exigences du débat politique et on ferait déjà baisser la pression. Et plus largement, bien sûr, il faut mettre un terme à tout ce qu'il y a d'inégalitaire dans la place que nous avons fait à la dernière strate de l'immigration française, qui est une immigration très particulière puisqu'elle vient de sociétés sur lesquelles les Français étaient en situation d'hégémonie radicale et dont ils n'acceptent pas que cette phase-là est terminée et que maintenant c'est d'égal à égal que doivent être traités ces Français de la dernière génération. Et je suis d'accord avec vous sur la représentativité des musulmans dans les médias. C'est sûr que déjà si il y avait des gens qui nous représentaient un peu plus dans les médias, c'est sûr que ça enlèverait déjà un certain nombre de frustrations. C'est clair. C'est clair. Et on a vu un exemple il y a un certain temps quand il y avait une femme voilée qui avait été invitée sur CNews, je me souviens plus trop pourquoi, qui avait très bien parlé, qui s'était très bien exprimé. Ça a circulé sur les réseaux sociaux très rapidement et tout le monde était fier et soulagé, on va dire, de enfin d'entendre quelqu'un s'exprimer correctement sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'était pas grand-chose. On pourrait se dire, c'était pas. Mais le lendemain, nous avons eu double dose de Hassan Chalroumi. Je vais vous donner un petit exemple personnalisé. Mais l'autre jour, il s'est passé quelque chose de très, très, très curieux. J'ai été fugitivement invité sur la tranche du matin de France Inter. Pas pendant la semaine, non, mais le dimanche. Eh bien, je sais, par des indiscrétions personnalisées, que la direction même de France Inter est intervenue très violemment pour injurier les membres de la rédaction qui avaient eu l'idée saugrenue de m'inviter. Et moi, je ne suis pas Mohamed, je suis simplement quelqu'un qui va, eh bien, non, on n'a plus accès à toute une catégorie alors bon, il y a des exceptions, hein, c'est Mediapart, c'est Politis, jusqu'à un certain point, le monde diplomatique, bien sûr le Bondi Blog. Et bon, comme tout à l'heure, vous allez me demander qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'anticipe et je vous dis, il faut soutenir. Je sais que, bon, on n'aime pas, on est tous un peu paresseux, mais ceux qui peuvent s'abonner à Mediapart ou à Politis doivent le faire. Nous devons garder des espaces de presse et c'est le levier économique qui est déterminant. Mediapart peut continuer à exister parce qu'il n'est pas dépendant des grands trusts publicitaires. Et donc, ça, c'est des petites choses qu'on peut faire. Il faut soutenir matériellement le Bondi Blog, Politis, Mediapart, Orient 21, etc., etc. C'est quand même assez cocasse que vous ayez, on va dire qu'il y ait eu ce genre de réaction par rapport à votre venue sur France Inter, alors que tous les jours on nous rabâche que la liberté d'expression, ceci, cela, on se laissera pas faire par rapport à la liberté d'expression, mais j'ai l'impression que c'est la liberté d'expression que d'un côté en fait. C'est la liberté d'expression de mes copains. On a eu un exemple encore particulièrement scandaleux, c'est l'auteur de cette satire, de cette caricature de l'heure des pros, qui était vidé immédiatement, ainsi que celui qui l'avait soutenu. Bien sûr, là la France fait le grand écart. Quand on entend Macron dire que la France est la championne de la liberté d'expression, bon, c'est
champion de la liberté d'expression de mes potes, de mes amis, de mes soutiens, etc. Et donc, c'est une des contradictions les plus pernicieuses de l'élite politique au pouvoir actuellement, malheureusement. Et les plus problématiques également, parce que encore une fois, ça crée de la frustration. Les gens se disent, en fait, c'est que quand c'est contre nous qu'il y a du coup une liberté d'expression. Et forcément, ça favorise pas. On va dire ça va favoriser des positions des personnes qui vont se radicaliser, ou en tous les cas qui vont être frustrées et qui vont finir par s'exclure eux-mêmes, en fait. C'est totalement contre-productif, mais encore une fois, je ne caricature pas quand je dis que M. Darmanin n'a pas vocation à soigner la France, il a vocation à en exploiter les blessures. Électoralement. C'est malheureux à dire. J'employais parfois cette expression quand on me disait Bachar el-Assad protège les minorités chrétiennes au Proche-Orient. Et je disais, mais d'autres comme moi l'avaient dit d'ailleurs, cette excellente formule, non, Bachar el-Assad instrumentalise les minorités religieuses pour se protéger. Eh bien c'est ce que font nos élites gouvernantes. Elles instrumentalisent les déchirures du tissu social et politique pour en cultiver les peurs et y chercher des dividendes électoraux. Malheureusement, c'est important de le dire, identifier au moins clairement les raisons de ce qui nous arrive, c'est important. Après, ça ne suffit pas à résister, mais au moins on sait ce qu'on fait. Et donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de résister au cynisme absolu des élites gouvernantes qui ont fait un virage à l'extrême droite parce que c'était, selon eux, l'ère du temps pour se faire réélire. Et l'ironie de l'histoire aussi, c'est que en 2017, c'est peut-être même les mêmes personnes qui ont appelé à voter Macron parce que c'était toujours mieux que Marine Le Pen, qui finalement sont pointés du doigt comme étant des extrémistes, etc. J'avoue, aussi, j'ai souhaité que Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir. Et bon, voilà. Mais ça dénote le cynisme absolu de ce petit monsieur qui nous gouverne actuellement. Ouais, Enfin, on va passer à un cas pratique. Bon, déjà, si on regarde un peu sur les réseaux sociaux et autour de nous, on remarque qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont de plus en plus peur d'être catégorisés et d'être les victimes collatérales, on va dire, de cette lutte contre l'islamisme radical, /séparatisme, etc. Si on prend un cliché, une femme musulmane, voilée, qui mange halal, qui s'habille ample, qui a des valeurs morales plutôt conservatrices, que les caricatures, qu'elles soient sur les juifs, chrétiens ou musulmans, ne font pas rire, tout en étant farouchement opposée à tout type d'incitation à la violence et à la haine, bien entendu. Une femme qui n'aspirerait ni à faire sécession avec la société française, ni à imposer ses croyances ou ses indignations à quiconque, mais qui en même temps refuserait de raser les murs, qui demanderait finalement simplement un droit à l'indifférence. Est-ce qu'une telle femme aurait, selon vous, raison d'avoir peur d'être la victime collatérale de cette lutte ? Bon, je pense que vous avez répondu à la question en la posant, on le sait bien. C'est ce qui est arrivé à peu près le 2 octobre en France, c'est que le spectre, la composante de la société musulmane qui était stigmatisée a été multipliée par 10. Les critères de criminalisation des musulmans englobe désormais 95% des musulmans pratiquants. Voilà, c'est tout. Ça n'était pas le cas avant. C'était le cas dans le discours de l'extrême droite, de la droite, et quand je dis de la droite, ça inclut l'ex-gauche valsiste, mais c'était pas le discours du pouvoir. Eh bien, le 2 octobre, la notion d'écosystème islamiste dont vous avez décrit un acteur, en l'occurrence une actrice, est devenu le discours de l'État. Voilà, donc effectivement, maintenant, un musulman, où on revient à ce que, pour ma part, j'avais déjà dit depuis plus longtemps, parce que c'était quand même latent, un musulman républicano-compatible, c'est le musulman qui n'est plus musulman. Mais le musulman qui, à 5 heures du soir, refuse de boire une bière et veut aller faire la prière, il est désormais, et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux, il est désormais stigmatisé officiellement. Le voile, ça a déjà été fait explicitement par le discours politique. Ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons dans la société française, etc., etc.
Donc, le 2 octobre, les choses sont devenues explicites, mais elles étaient déjà latentes. Ouais. Le vecteur, le curseur de la criminalisation s'est ouvert très très largement. Avant, on va dire, avec des images qui valent ce qu'elles valent, qu'un musulman qui avait une très grande barbe et un camis arrivant à mi-mollet était dans le collimateur. On ne se souciait pas de savoir si c'était un piétiste ou un djihadiste, était dans le collimateur du discours politique. Mais maintenant, je dirais, on a eu pire que ça, puisqu'on a eu la stigmatisation par Darmanin de la consommation de produits halal. Donc voilà, le discours de l'État englobe maintenant 95% des musulmans pratiquants. En gros, il laisse tranquille les musulmans qui ne sont pas pratiquants, c'est tout. Hein, les musulmans qui ne sont plus musulmans. Mais les musulmans croyants pratiquants sont dans le collimateur explicitement du discours de l'État. Eh bien, c'est parfaitement inadmissible. Bien sûr, c'est parfaitement contre-productif au regard des objectifs que se fixe. L'État aurait dû placer mon cher collègue Farhad Khosrour a écrit un papier que vous retrouverez sur les réseaux sociaux qui est très explicite, qui dit que l'État aurait dû au contraire s'associer à cette génération de jeunes femmes modernes qui portent le voile, qui sont diplômées, etc. En mettant le curseur, en les mettant à l'extérieur du spectre des citoyennes légitimes, il a fait une terrible erreur d'appréciation et bien sûr, il inscrit l'évolution de la société, il nous attire vers davantage de tensions sous prétexte de vouloir les résoudre. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ce que je voulais dire également. On a l'impression, c'est le comble un peu de cette situation, c'est qu'on part de l'égalité et on a une espèce d'équation tragique qui mène à des inégalités. Parce que concrètement, l'égalité se transforme en égalitarisme qui mène à une uniformisation des citoyens. On enrobe ça un peu de laïcité qui est devenue une idéologie religieuse et on obtient à soit il faut être invisible, soit si on refuse, on est mis au banc. Nous sommes dangereusement d'accord. Ouais, bon, encore une fois, c'est déjà bien de le constater. Après, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est un peu plus compliqué. J'ai quelques questions complémentaires. Je regarde parmi les questions des auditeurs. Je crois qu'on a répondu quand même à pas mal de choses qui se posaient. Ah oui, ça vous avez répondu. Déjà, est-ce qu'il y a des études qui ont permis d'analyser le rapport à la religion des personnes radicalisées avant leur basculement? Donc, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a maintenant des textes très très convergents. Bon. Il y a une 8aine de jours, j'étais dans un jury de thèse sur Daesh par un étudiant franco-marocain qui s'appelle Muntassir Sahri. J'espère qu'il va publier très vite ce texte. Il y a énormément d'entretiens très très précieux avec des combattants de Daesh. Ça fait voler en éclats. Ça fait voler en éclats la pacotille de la thèse de la radicalisation de l'islam, hein, bien sûr. Ouais. Toutes les explications ne sont pas liées à la religion, elles sont liées à l'itinéraire social et politique des gens qui ont été pris dans le tourbillon des printemps arabes, s'agissant de la Syrie et de l'Irak. Et on a maintenant dans toutes les langues, en anglais, en français, mais on avait déjà dans des ouvrages journalistiques comme celui de David Thompson, les djihadistes français, on savait très très bien que ni la thèse de Gilles Kepel, ils sont tombés sur la mauvaise sourate ou sur les 2 pages de Saïd Qutb qu'ils n'auraient pas dû lire, ni malheureusement celle d'Olivier Roy, c'est le nihilisme, les pieds nickelés, ils ne savent pas où se trouve la Palestine sur une carte. Tout ça était de la pacotille. On a généralement affaire à des individus qui sont bien sûr politisés. Hein. Et c'est pas le prisme de la religion, c'est pas du tout la surenchère religieuse qui les fait monter dans les tours et qui les fait basculer dans l'action armée. Et puis bon, il y a plein de choses à dire, mais je l'ai évoqué tout à l'heure.
Il faudrait rappeler que ceux qui sont partis en Syrie ne partaient pas pour aller égorger des Français dans le Bataclan. Ils partaient comme des tas de Français sont partis en 1936 dans les brigades internationales au secours de leurs co-religionnaires, entre guillemets. En 1936, c'était leur co-religionnaire au sens politique du terme. En 2011, c'était leur co-religionnaire au sens religieux du terme. Mais les enfants de confession juive partent aussi défendre l'État hébreu. Eux le font totalement légalement, sans aucun problème, même si leur lutte est totalement illégitime au regard du droit international quand ils vont casser des Palestiniens dans les territoires occupés. Mais donc, il faudrait avoir le temps de dire ça. La radicalisation, encore une fois, on l'identifie complètement maintenant au Bataclan. Mais on oublie de nous dire que dans les caves, non, dans le grenier du Bataclan, les négociations qui ont eu lieu entre les assaillants et les premières forces de l'ordre étaient tout entières en relation avec la présence militaire de la France en Syrie. Donc c'était quand même une réponse au bombardement de la France en Syrie. Et ça, bien sûr, jamais personne ne va en parler. On va essayer d'établir la thèse qu'ils sont venus tuer des gens au Bataclan parce qu'ils buvaient du bon vin à la terrasse des bistrots et que c'était nos valeurs qui étaient visées. Donc, il faudrait avoir le temps de revoir tout ça pour répondre complètement. Mais, encore une fois, ma matrice analytique, c'est si vous fabriquez de la stigmatisation au sein d'une société, eh bien, le segment stigmatisé, si peut-être faut prononcer une autre expression, ce que j'appelais la globalisation du ressentiment. C'est-à-dire que c'est l'internationalisation du ressentiment. Des Français ont pu se solidariser du sort des républicains espagnols en 1936. Eh bien, pour les musulmans sunnites, évidemment, il n'y a pas de frontière nationale. On peut se solidariser avec les souffrances des sunnites, des musulmans sunnites d'Irak et de Syrie, comme les enfants de confession juive se solidarisent avec les ambitions territoriales d'Israël. Donc, on sait à peu près ce qu'il en est. C'est pas l'islam qui va mal, et c'est là que Macron a dérapé complètement. L'islam est en crise. Non, ça va pas. La notion d'islam est en crise, complètement dépolitisée, complètement essentialisée. C'est là que Macron est terrible. Dans un tout petit appendice du discours, il a pu entrevoir des causes réelles, mais après, celle qu'il a pris à bras-le-corps pour les traiter, c'est l'islam est en crise dans le monde entier, même en Tunisie, etc. Ce qui est là, pour le coup, de la pacotille analytique absolue, puisqu'on dépolitise complètement des crises dans lesquelles nous sommes impliqués. S'il y a des djihadistes au Mali, c'est peut-être aussi parce qu'il y a l'armée française au Mali, mais non, nous on gomme la présence de l'armée française, on ne veut voir que le facteur religieux. Il y a eu un grand moment quand même de communication par les interstices du paysage audiovisuel français. Peut-être vous souvenez-vous de cet otage dont le nom m'échappe parce que je suis très vieux, l'otage français, il y a donc un mois, son nom. Oui, vous voyez qui c'est. Je me souviens plus de son nom, mais je vois effectivement. Voilà. Et cette dame, avec, je ne sais plus avec quel média, évidemment pas France 2 aux heures de grande écoute, elle a dit, mais vous savez, vous les appelez djihadistes, mais moi j'ai vécu 4 ans avec eux, ce sont surtout des gens qui sont des laissés pour compte du développement et qui réclament leurs droits, etc. Et il se trouve que les ravisseurs dépendaient de Haj Khali, dont on connaît bien la trajectoire. C'était un leader berbériste, touareg. Et il a donné des interviews qui sont extrêmement limpides. Et il dit, vous savez, moi j'ai essayé de m'allier avec les Algériens, j'ai essayé de m'allier avec les Libyens, j'ai essayé de m'allier avec tout le monde m'a laissé tomber, alors je me suis allié avec les djihadistes. Voilà. Et ces gens-là, malheureusement, le logiciel d'interprétation de la crise malienne de l'État, en la personne de son porte-parole, le président Macron avait dit, ce sont des gens qui ne sont rien, et nous allons les éliminer. Voilà. Donc, il est évident qu'avec un tel logiciel, on préfère faire porter la responsabilité de la colère de l'autre à sa religion, à sa culture, plutôt qu'à une transaction politique qui échoue et dans laquelle nous sommes partie prenante. Ça permet de nier complètement notre responsabilité dans l'échec d'une transaction politique. Donc voilà, je pense qu'on a largement répondu à cette question-là. Oui, très largement. Du coup,
On va terminer par des questions un peu moins anxiogènes. En tous les cas, merci pour tous ces éclaircissements sur les questions, on va dire, sur le séparatisme et la radicalisation. Mais de manière un peu plus enthousiaste, quel est le livre qui vous a le plus bouleversé de toute votre vie? Parce qu'on aime beaucoup les livres sur cette émission. Alors, je me suis déjà posé cette question. J'y ai déjà répondu en partie dans mon dernier livre. Je cite deux ouvrages qui m'ont marqué, mais évidemment, c'est dans mon champ de recherche. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi donc les livres qui m'ont marqué moi sont pas forcément les livres que je suggère à la lecture. D'accord. D'autres que moi, d'accord. Mais en montant un petit texte de Bourdieu et Abdelmalek Sayad en Algérie en 1960 m'a montré que la démarche scientifique en sciences sociales pouvait en quelque sorte vous permettre de passer derrière la façade de la vision première d'une réalité. Donc, cette enquête qu'il avait menée dans les camps de regroupement français de la guerre de libération, j'ai dit c'est la première fois que je me suis aperçu qu'avec les sciences sociales, on faisait vraiment de la magie. C'est-à-dire on arrivait vraiment à produire du savoir dont on n'imaginait pas l'existence. J'ai employé une autre expression, j'ai dit à propos d'un livre comme ça de sciences sociales, j'ai dit le problème c'est pas qu'il a répondu à des questions que je me posais, c'est qu'il m'a permis de poser des questions dont je n'avais même pas imaginé l'existence. Et c'est ça, la magie des sciences sociales identifiée à Bourdieu. Alors après, il y a peut-être deux livres aussi que j'aime bien citer, Culture et impérialisme d'Edouard Saïd. Pareil, qui vous donne à percevoir. Moi, j'avais un petit angle d'analyse, j'avais la focale algérienne, et lui, il me fait monter en généralité, en situant mes premières intuitions analytiques, parce que j'habite 7 ans en Algérie. Oui, dans ma biographie, peut-être le plus important de ce qu'il faut dire, c'est que j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans le monde arabe, dans les sociétés du monde arabe. Et donc, culture et impérialisme, il mondialise, il globalise, en les cautionnant des intuitions que j'ai eues dans un champ très, très... Et puis, je vais vous citer un roman aussi qui m'a marqué, mais il a marqué François Burgas. C'est pas forcément celui que je vais conseiller de lire. C'est un roman qui a circulé. Il faut reconnaître qu'il n'a pas été détruit par l'appareil éditorial international. Il s'appelle L'intégriste malgré lui. Et de Mohsin Hamid, un Pakistanais. Il existe en anglais, en français, vous le googlez, vous le trouverez, L'intégriste malgré lui. Et pour comprendre les ressorts de la radicalisation, de ce qu'on a appelé la radicalisation, par quels itinéraires se nourrit le ras-le-bol d'un acteur qui s'estime dominé par le camp occidental, c'était extrêmement fin et extrêmement bien contextualisé. C'était à l'époque d'Al-Qaïda, ça. Donc, ça a déjà 20 ans d'âge, mais le mécanisme fonctionne très très bien. Voilà. D'accord. Et du coup, là, si vous pouviez conseiller, on va dire, 3 livres aux musulmans francophones qui nous écoutent, parce que c'est principalement la catégorie qui nous écoute, ce serait lesquels? Alors, je m'étais préparé à votre question, et je vais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez dit les livres que je conseillerais à des musulmans. Donc, moi, j'ai souvent des étudiants qui me disaient je veux un sujet de mémoire, ou je veux un sujet de thèse. Et bon, vous savez, moi, alors je prends une ville tout à fait au hasard, je viens de Batna, ou bien je viens de Marrakech, je viens de Djerba, donc je veux faire mon mémoire sur Djerba parce que je connais bien. Et j'ai accès à des informations, bon. Et moi, j'avais tendance à dire non. Un effort de recherche, la recherche qui va vous apporter beaucoup, c'est la recherche qui va vous mettre en contact avec une réalité qui appartient à un imaginaire qui n'est pas celui dont vous avez hérité par votre culture d'origine. Donc, vous êtes musulman, faites-moi un mémoire sur les juifs. Vous êtes chrétien, faites-moi un mémoire sur les musulmans. Donc moi, j'étais de culture chrétienne. Oui, j'ai beaucoup appris en allant étudier les musulmans. Mais donc, mon raisonnement quand j'indique des livres,
il est en fonction de ce que j'appelle l'imaginaire hérité du lecteur. Hein. Vous voulez apprendre beaucoup, n'allez pas simplement dire « Ah, si je lis François Burgat, ça me plaît bien parce qu'on est tout à fait d'accord avec lui ». C'est peut-être pas François Burgat qui va vous apprendre le plus. Vous voyez, là, je fais la publicité pour mes écrits. Mais je dis, allez découvrir ce que j'appelle un imaginaire hérité différent du vôtre. Hein. Oui. Et donc, voilà, ça c'est Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais pas contourner votre demande, mais je vais changer de perspective. Oui. Très souvent, j'ai l'impression que, y compris parmi les musulmans du Maghreb, il y a des zones de l'histoire qui n'ont pas été documentées de façon satisfaisante. Bien sûr, il est très important de lire sur la colonisation, mais moi, ça m'énerve de voir que, de la part de musulmans, j'entends raconter des sornettes sur la structure de la violence qui s'est déployée au sein de la société algérienne pendant les années 90, qu'on soit algérien ou qu'on ne soit pas algérien. Je veux dire, l'exemple de ce qu'on a appelé la décennie noire irradie complètement l'imaginaire des musulmans de tout le bassin méditerranéen. C'était des djihadistes qui égorgeaient les femmes et les enfants. Et non, c'était pas exactement ça. Donc, moi, je conseille 1, 2, 3, 4 livres sur... Bon, il y en a un qui est emblématique de Lounis Agoun et de Jean-Baptiste Rivoire, France-Algérie, mensonges et crimes d'État. C'est pas une enquête de sciences sociales, c'est une enquête très factuelle qui révèle la réalité de la distribution de la responsabilité de la violence pendant les années 90. Et puis, il y a toutes les mémoires des officiers, vous les googlerez, beaucoup sont sortis à la découverte. Donc, si vous voulez faire un effort de connaissance historique, je pense qu'il est extrêmement important de lire, de dépasser la propagande officielle et la propagande française, mais aussi la propagande algérienne sur la décennie des années 90. Voilà. D'accord. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Évidemment, très frustré quand on cite des livres comme ça, parce que il y en a beaucoup qu'on laisse dans l'ombre. Et surtout maintenant, il est tellement facile de lire. Je suis un admirateur des boîtes à livres. Hein, vous savez, vous pouvez le prendre gratuitement. J'en sors là. J'ai fait une pêche extraordinaire. Vous pouvez faire des incursions dans la littérature classique qui sont extrêmement enrichissantes, mais vous apprendrez le plus quand vous vous éloignez un petit peu de l'univers de votre culture héritée. Oui, exactement. C'est fondamental. C'est ce qu'il faut comprendre. Effectivement, de toute façon, c'est comme ça qu'on complexifie sa pensée et qu'on acquiert un esprit critique et une ouverture d'esprit. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas, quand il sera paru, vous procurer cet ouvrage qui s'appellera Del Afrani à El Baghdadi, Histoire des mobilisations islamistes, co-dirigé par François Burgat et Mathieu Ray à CNRS Éditions. Et ça ne veut pas dire que vous ne devez pas comprendre l'islam politique. Mais oui, c'est extrêmement enrichissant de s'extraire complètement de l'univers de sa culture héritée. En tout cas, François Burgat, merci beaucoup pour toutes les réponses que vous nous avez apportées dans cette émission qui a duré un certain moment, mais qui va en passionner beaucoup, je pense. Eh bien, je l'espère pour eux. En tout cas, moi, ma voix ne me passionne plus, mais ça me passionne toujours d'échanger. Et ça nous remonte le moral, c'est vrai, mais ça nous met la tête en marche également. Donc, bonsoir ou bon matin à tous ceux qui vont nous écouter. Et merci à vous pour votre initiative. Ah non, on a parlé du livre de Thomas Siby. Hein. Oui. Il sort dans 8 jours. Et j'ai eu le privilège d'en écrire la préface. Oui. Alors, il faut qu'on le mentionne. En plus, il ne vaut pas cher du tout. C'est un petit livre et il est très beau, tout rouge. Ouais. Et je peux le confirmer puisque je l'ai lu en avant-première et effectivement il est très très bien, autant le livre de Thomas Sibyl que votre préface, donc vraiment je le recommande. Là j'attends juste d'avoir le feu vert justement pour pouvoir publier mon avis puisqu'il n'est pas encore sorti, mais effectivement je le recommande vivement. Voilà, j'espère que cette émission vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas, une Oumma qui lit est une Oumma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.